Monsieur le vice-premier ministre Sechin, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, qu'il me soit permis avant toute chose d'exprimer ma très grande émotion et ma profonde compassion à l'endroit de la famille de Laetitia Perret, qui est aujourd'hui dans la douleur et dans l'angoisse. Mes pensées, comme celles de tous les Français, vont vers cette jeune fille disparue à Pornic, dans des conditions qu'il appartiendra à la justice d'éclaircir, mais qui, hélas, laissent aujourd'hui craindre l'indicible. Un tel drame ne peut rester sans suite. De tels actes criminels, si l'enquête les confirme, ne peuvent rester impunis. Je souhaite que la justice travaille très vite, très efficacement, afin que toute la vérité soit connue. Je recevrai la famille dès mon retour, mais je veux vous dire que la récidive criminelle n'est pas une fatalité et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. Ce n'est pas possible. Il faut attendre de voir, mais si c'est l'indicible, il faudra des décisions et pas des commissions de réflexion. Il y a eu trop de cas comme celui-ci. Et bien sûr, je recevrai cette famille. Pardon de parler de cela avant de parler de vous, mais c'est aussi de vous dont il s'agit. En tout cas, je ne pouvais pas venir ici, à quelques kilomètres de Pornic, et pas en parler, parce que c'est un drame qui vous bouleverse, qui me bouleverse, et c'est plus possible. C'est tout simplement plus possible. C'est inacceptable. Alors, j'ai souhaité revenir à Saint-Nazaire une fois de plus, Monsieur le maire, bien sûr pour présider à la conclusion de cet accord entre la France et la Fédération de Russie pour la réalisation des bâtiments de projection et de commandement, et je tiens à dire ma gratitude à Monsieur Sechin, et je lui demande de transmettre ma gratitude au président Medvedev, et je voudrais dire à M. Sechin combien nous sommes tous sensibles au fait qu'il se soit déplacé lui-même, malgré le drame qu'a connu Moscou hier. Et je veux assurer nos amis russes de la solidarité de la France. On aurait compris que vous ne veniez pas dans ces conditions, mais le fait que vous soyez là montre la volonté de coopération entre la Russie et la France. Il y a ces 4 bateaux, et avec Alain Juppé, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'autres projets. Le 23 juillet dernier, j'étais encore ici, et je vous avais indiqué que Saint-Nazaire aurait ces 2 bateaux. J'ai vu des doutes sur les visages. Et j'ai entendu des critiques. Aujourd'hui, c'est signé. Pourquoi c'est important? Parce que, mesdames et messieurs, j'ai toujours cru à l'avenir de la construction navale. Et je n'accepterai jamais la disparition du chantier de Saint-Nazaire. Jamais. Je vous l'ai dit depuis 10 ans à bien des reprises, puisqu'on s'est vu à bien des reprises.
quand vos collègues sont morts, qui construisaient le Queen Mary et que la passerelle s'est effondrée. Quand il y avait des moments de joie, quand il fallait mettre à l'eau le méthanier de la dernière génération. Quand il y avait des moments d'inquiétude, que nos amis coréens sont venus dans la propriété des chantiers et que je vous ai annoncé que l'État prendrait un tiers. À chaque fois, j'ai veillé une seule chose, c'est de mettre en œuvre scrupuleusement ce que je vous avais dit. Et vous pouvez reprendre tous les engagements. On n'a pas le droit de mentir. L'année dernière, c'était moins gai. Il y avait déjà du soleil. Je me souviens. Mais vous aviez bien des soucis. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles. Votre carnet de commandes pour l'année 2011 est plein. Le projet que nous signons représente 6 millions d'heures de travail et 1200 emplois maintenus pour 4 ans. Le chantier de Saint-Nazaire est l'un des leaders mondiaux de la construction de navires. Il doit le rester. Je crois à l'avenir de la construction navale. Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avons décidé. Le Dixmude, en pleine crise, il fallait faire quelque chose. Oh, les conseillers n'ont pas manqué pour dire on n'avait pas les moyens, il fallait fermer. Il y a toujours des gens qui n'ont que ce mot à la bouche, fermé, mais ne comprennent pas qu'ici, c'est une mémoire industrielle qui a eu des décennies avec des gens qui, avant vous, ont permis de créer un savoir-faire industriel. En 6 mois, on peut le perdre. Et quand on l'a perdu, on ne le retrouve pas. C'est fini. Or, le monde n'a jamais eu autant besoin de paquebots de croisière, de la dernière génération, de méthaniers, de porte-conteneurs modernes, de navires militaires pour des grandes puissances comme la France, comme la Fédération de Russie, comme le Maroc. Et donc la question qui se pose, c'est celle de la dimension industrielle de la France. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand l'industrie disparaît, les services disparaissent. Mais à l'intérieur de l'industrie, quand on sacrifie automobile, train, avion, bateau, on sacrifie tout. La France doit rester un pays constructeur d'automobiles, d'avions, de trains, Alstom et de bateaux. Il n'y a pas d'autre choix. Si on perd un secteur, on perdra tous les secteurs. Et je sais bien qu'on parle de mon obsession pour l'industrie. Mais parce que vous, les ouvriers, vous êtes les premiers sur la chaîne des délocalisations. Mais le jour où il n'y a plus d'usine, j'aimerais bien savoir à qui les producteurs de services vont vendre des services. Dire c'est pas grave, on perd les usines, mais on gagnera sur les services, c'est un mensonge. Car les délocalisations des industries et des usines, c'est l'avant-garde des délocalisations des services. Et j'ai voulu faire de Saint-Nazaire un symbole. Il y a tellement de gens qui pariaient sur votre mort. Laissez-moi parier sur votre avenir. Et finalement, ça marche. DCNS n'a jamais eu un carnet de commandes aussi important. Et vous réalisez des prouesses. Je le dis alors que l'État est propriétaire de 33% du capital. Je vous l'avais annoncé, on était dans une grande salle
Je me souviens que vos représentants m'avaient dit à l'époque « Est-ce que vous êtes sûr que vous le ferez ?» Nous l'avons fait. Est-ce qu'on a vocation à rester dans le capital de votre entreprise aussi longtemps que ça sera nécessaire? Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un opérateur industriel qui un jour vienne, comme nous l'avons fait avec Alstom, dont nous avons été propriétaires de 30% d'Alstom, juste au moment où un autre opérateur industriel est venu prendre notre place, quitte à ce qu'on reste dans le capital pour vous accompagner en même temps que nos amis coréens. Donc, je veux bien que vous compreniez que je reviendrai ici jusqu'à ce que les chantiers soient totalement remis sur la ligne de l'avenir. Je voudrais également dire que dans cette affaire, c'est toute la question de l'industrie qui se joue. Se battre pour Saint-Nazaire, c'est se battre pour toute l'industrie française. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce qui ne va pas, c'est que nous sommes l'un des pays au monde dont les habitants ont le plus fort taux d'épargne. Chaque ménage français a en moyenne 17% de taux d'épargne. Mais cette épargne ne s'investit pas assez dans l'entreprise et dans l'industrie. Autrement dit, il y a une grosse épargne des particuliers et il y a des entreprises, notamment les PME, qui n'ont pas assez de fonds propres pour se développer, pour investir et pour gagner des parts de marché. Parce que ce que je dis pour STX, je veux y associer tous les sous-traitants que j'ai vus tout à l'heure, parce que c'est la même compétence que vous. Ce sont des collègues, ce sont des ouvriers. Ils dépendent des mêmes commandes que vous. Vous, vous en avez besoin pour faire les bateaux magnifiques que vous réalisez. Mais eux, ils ont besoin des commandes. Donc c'est la même chose. On ne peut pas dire d'un côté, il y a STX, le chantier de l'Atlantique, et de l'autre, il y a les sous-traitants. C'est un ensemble, c'est une famille, c'est une filière. Et la question de l'orientation de l'épargne des Français vers le domaine industriel, je voudrais faire du développement de l'industrie une cause nationale. Et j'en ai assez qu'on parle des usines en disant que ça pollue, que c'est gênant, mais le jour où il y aura dans nos villes que des jardins, où est-ce que vous irez travailler? Nathalie Kosciusko-Morizet est à mes côtés. Nous voulons le développement durable. Mais l'industrie, c'est une source de richesse, de croissance et d'emploi. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour que l'argent des Français aille s'investir dans l'usine, dans l'industrie et dans l'entreprise. Alors, sur les livrets d'épargne réglementés, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous possède un livret A ou un livret de développement durable. Et je vois qu'une partie part pour financer le logement social, c'est très bien. Mais ce que je voudrais, c'est que cet argent puisse s'investir dans des PME industrielles. Et donc sur les livrets A, les encours supplémentaires collectés chaque année, nous les affecterons dans une proportion des 3/4 au financement de nouveaux prêts à l'investissement des PME. Ça ne sert à rien de dire que les Allemands ont plus de PME que nous et que les Allemands arrivent à mieux développer nos PME que nous si on ne leur donne pas les moyens. C'est ça qui manque. Des capitaux. Et sur la base de la croissance actuelle, ce sera 3 milliards d'euros par an de plus, chère Christine Lagarde, pour les PME. Je souhaite également parler de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est 1 400 milliards d'euros d'encours. C'est l'un des placements préférés des ménages français. Eh bien, il faut que cette épargne longue s'investisse dans un actionnariat stable et de long terme pour nos entreprises.
dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine, nous prendrons des initiatives pour orienter davantage les fonds de l'assurance vie vers les investissements dans les fonds propres des entreprises. Les avantages fiscaux des produits d'épargne, chère Christine Lagarde, doivent être justifiés au regard d'un impératif d'intérêt général. Et l'impératif d'intérêt général, c'est de permettre aux entreprises industrielles d'obtenir les moyens financiers de leur développement. Comprenez-moi bien, ce n'est pas un discours technique, c'est du concret. Que vous disent vos sous-traitants, les gens avec qui vous travaillez? On aimerait bien investir pour gagner des marchés, mais on n'a pas l'argent. Et les banques, comme vous le savez parfaitement, qui font un travail tout à fait remarquable, mais elles préfèrent prêter à ceux qui n'en ont pas besoin qu'à ceux qui en ont besoin. C'est une réalité. Et donc, on va mobiliser l'argent de l'épargne des Français sur l'industrie. Troisième chose, il y a un fonds qui est un fonds de démantèlement des installations nucléaires. Il y a 17 milliards d'euros aujourd'hui qui sont placés en provision sur les marchés internationaux. Vous savez pourquoi? Pour préparer le démantèlement des centrales qui, à un moment donné, seront trop vieilles et qu'il faudra remplacer. 17 milliards d'euros. Eh bien, je souhaite que ces fonds puissent, dans le respect de leurs obligations de sécurité et de liquidité, être disponibles pour nos entreprises industrielles. Plutôt que de dormir et de se placer dans des fonds internationaux, pourquoi ne pas les utiliser dans le financement de nos propres usines? L'épargne salariale représente 84 milliards d'euros. C'est une autre source de financement importante. Je souhaite que les salariés puissent choisir d'affecter les sommes de leur épargne salariale spécifiquement au financement des PME et des petites entreprises. Au fond, je vous parle de milliards d'euros. Ça paraît abstrait. Mais cet argent-là, si on le met au service de l'emploi, des industries, des nouvelles machines, des gains de compétitivité, à ce moment-là, on va redevenir une grande nation industrielle. Si on le laisse dormir dans des fonds de placement dont personne ne sait à quoi ils servent, à ce moment-là, il ne faut pas se plaindre qu'on a moins d'usines, moins d'industries et moins de PME. Un mot sur le fonds stratégique d'investissement que nous avons créé en 2008 avec Madame Lagarde. Vous savez, on a créé ce fonds, pourquoi? Parce que, en 2008, quand il y a eu la crise, tous les investisseurs sont partis, le prix des entreprises a diminué, et je n'ai pas voulu qu'on se réveille avec des fonds venus d'ailleurs qui auraient racheté nos grandes entreprises à vil prix parce que le marché s'était écroulé. Et donc nous avons créé ce fonds souverain français qui est le premier investisseur français en fonds propres dans les PME pour éviter que certaines de nos entreprises stratégiques partent sous le contrôle étranger uniquement parce qu'il y avait une dépression momentanée du marché. Je souhaite que l'on renforce les moyens de ce fonds et je souhaite également, après 2 ans d'existence, qu'on passe à une nouvelle étape de ce fonds. Le fonds souverain français, ce n'est pas un fonds d'investissement comme les autres. Il n'a pas à demander des taux de rentabilité extrêmes. Il y a assez de fonds d'investissement qui veulent étrangler les entreprises. Il n'a pas à le faire. Il faut qu'il soit plus dynamique, et je pense notamment à vos sous-traitants. Quand il y a une mauvaise passe, quand plus personne ne veut prêter d'argent, le fonds souverain doit être là pour les aider. Je souhaite d'ailleurs, je le dis aux maires comme aux élus, qu'ils développent ce fonds souverain, sa vocation régionale. Parce que les banques régionales sont un peu faibles pour ça. Dernier mot, toute la question de l'innovation. J'ai bien conscience que votre entreprise et votre savoir-faire, c'est un combat de chaque instant. Il ne suffit pas de dire on est les meilleurs, regardez les bateaux que l'on fait. La question n'est pas de savoir si on est les meilleurs maintenant. Si on ne l'était pas, nos amis russes ne nous auraient pas fait confiance. La question, c'est est-ce que vous serez les meilleurs dans 10 ans? Et ça ne dépend pas simplement de vous. Ça dépend de notre capacité à embaucher des jeunes pour assurer le transfert
du savoir-faire qui est le vôtre et de notre capacité à mettre de l'argent pour financer l'innovation qui est absolument incontournable pour vous. Alors, il y a le crédit d'impôt recherche, capital pour votre entreprise, il y a les pôles de compétitivité, il y a l'autonomie des universités, il y a le grand emprunt dont les affectations ont été décidées par la Commission Alain Juppé, Michel Rocard. 24 milliards seront consacrés à la recherche et à l'innovation. Les moyens financiers apportés aux opérateurs, c'est parti, mais cet effort massif doit s'accompagner d'une politique de restructuration de vos filières industrielles. Nous avons mis en place 11 comités stratégiques de filières. Ce que je veux dire par là, c'est autant je crois à l'industrie, autant je pense qu'il faut qu'en France, nous ayons la sagesse de faire des choix. On ne peut pas investir dans tous les secteurs industriels du monde. Est-ce que vous me comprenez? Il faut choisir des priorités. On a identifié, avec Christine Lagarde et Éric Besson, 11 secteurs, et on va investir massivement dans ces secteurs. Alors, l'un de ces secteurs vous concerne, parce que nous accordons une importance particulière aux énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, nous avons pris des engagements très forts, puisque en 2020, 23% de notre consommation énergétique doit provenir des énergies renouvelables. 23%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a 9 ans pour, grosso modo, doubler la part d'énergie renouvelable dans notre énergie. Et vous, à Saint-Nazaire, c'est un défi que je vous propose, celui de relever le défi de l'énergie éolienne en mer. C'est vous qui allez relever ce défi-là, qui est un défi absolument considérable, puisque nous avons prévu de réaliser d'ici 2020 une capacité totale de production de 6 000 MW pour les éoliennes offshore. Et c'est ici qu'on va commencer la bataille, qu'on va relever le défi, parce que non seulement vous construisez les plus beaux bateaux, civils et militaires, mais on se préoccupe de la diversification pour l'emploi demain, le vôtre, et puis celui de vos enfants s'ils veulent venir travailler ici, et nous allons faire émerger une filière nationale pour construire ces moyens de production d'énergie éolienne offshore, et également pour se projeter à l'export. Nous avons donc décidé, avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Éric Besson, de lancer un premier appel d'offres portant sur 5 zones de développement de l'éolien offshore, représentant 3 000 MW de capacité de production. Ce que je vous annonce, c'est 10 milliards d'euros d'investissement. 10 milliards d'euros d'investissement. Et ce n'est pas des mots en l'air, c'est une décision que je vous annonce. L'appel d'offres sera lancé au début du 2e trimestre de cette année, et on sélectionnera les candidats au début de l'année 2012. C'est un champ de diversification pour vous absolument colossal. Alors, avant de lancer cet appel d'offres, nous avons souhaité que les acteurs industriels du secteur se structurent. On préfère que ce soit une filière française qui réponde dans les meilleures conditions. Nous accompagnerons le développement de cette filière. Une enveloppe de l'ordre de 100 millions d'euros y sera consacrée. Et nous estimons que cette nouvelle filière, le éolien offshore en mer, c'est 10 000 emplois créés dans cette seule filière. 10 milliards d'euros, 10 000 emplois. Alors pour vous, pour l'industrie navale française, et en particulier ici à Saint-Nazaire, vous vous trouvez à proximité d'une des 5 grandes zones identifiées pour ce premier appel d'offres. Les navires d'installation d'éoliennes offshore, la réalisation des structures, des fondations, des grands composants métalliques des éoliennes sont autant de métiers sur lesquels STX France peut se positionner. Ça tombe bien, on est votre actionnaire. Donc on est à la fois l'État qui lance l'appel d'offres et l'un des 2 actionnaires qui va financer
ce développement. C'est absolument considérable. Donc, vous voyez le défi. Quand je suis venu en juillet dernier, je vous ai dit, vous allez voir, on va voir les bateaux russes. Je préfère être à ma place qu'à celle de ceux qui n'y croyaient pas. C'est plus commode. Mais aujourd'hui, je viens vous disant, l'éolien offshore, c'est pour vous. Il y a 10 milliards d'euros d'investissements qui sont en cause. Et vous allez relever ce défi. Et vous allez devenir les meilleurs. Et on vous aidera à la fois en tant qu'État et en tant qu'actionnaire. Alors, j'ai vu, comme toujours dans notre pays, on ne peut pas avoir une bonne nouvelle sans qu'il y ait une petite polémique. Ah, on n'est pas tous toujours unis pour faire marcher les commandes des usines, mais pour faire de la polémique, alors ça, on est tranquille. Alors, on a sélectionné 5 zones. Mais je vous dis une chose très simple. S'il faut en sélectionner d'autres, il n'y a aucun problème. Aucun. Vous comprenez? Aucun. Même à côté. Aucun. Je pose simplement une condition. C'est qu'il y ait une unité des élus. Mettez-vous à ma place. Quand on choisit, on va choisir les 5 premières. Quand il y a un consensus, s'il y a de la bagarre, s'il y a des problèmes, s'il y a du juridisme, s'il y a des procès, pourquoi voulez-vous qu'on les choisisse? Alors qu'on est pressé et qu'on veut vous donner du travail. Donc chacun doit faire un effort. Si telle ou telle partie du territoire veut un parc d'éoliennes offshore, on est prêt à regarder ça. Mais il faut qu'à la base, il y ait un minimum de consensus. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc Saint-Nazaire, vous êtes dans les zones, il n'y a aucun problème, et vous allez jouer votre rôle industriel. Alors, je veux dire pour autant que nous nous battrons pour rester leader dans le nucléaire. Je crois profondément à l'utilité de l'industrie nucléaire française. Il n'est pas question que nous prenions du retard. Nous allons continuer à investir massivement dans le nucléaire, qui est une énergie propre et pour lequel la France a un grand avantage. Nous allons travailler également avec les ministres sur la question très difficile des opérateurs miniers et des approvisionnements en matières premières, qui est une affaire stratégique, absolument stratégique. Il faut que la France puisse accéder à toutes les matières premières disponibles de façon autonome et qu'un jour on ne vienne pas nous dire « Ah oui, il n'y a plus d'uranium, il n'y a plus telle ou telle matière première », c'est pas possible. Donc on va continuer et on va travailler là-dessus. C'est le travail de sélection pour l'industrie que nous allons faire. Enfin, mesdames et messieurs, pour ne pas lasser votre patience, je voudrais terminer en vous disant 2 mots, parce que je sais que ce sont des choses qui ont pu provoquer de la mauvaise humeur ou du mécontentement, mais ma façon de vous respecter, c'est d'essayer de dire la vérité à chaque fois. La question de la compétitivité de la France, elle est clairement posée. Ne vous trompez pas. Quels que soient les efforts que nous ferions, si vous ne restez pas les meilleurs, on ne s'en sortira pas. Ça veut dire quoi? Surtout dans des métiers passionnants comme les vôtres, mais tellement difficiles physiquement, que la question qui doit intéresser la société française aujourd'hui n'est pas tant la question de la durée du travail, mais de la qualité de vie au travail. 35 heures pour un métier qu'on n'aime pas, où les conditions de travail sont épouvantables, c'est un drame. En revanche, travailler plus que 35 heures, si on en a la rémunération, si on se sent respecté et considéré dans son entreprise, alors la durée n'est plus un problème de même nature.
Donc j'ai vu les débats qui occupaient à gauche comme à droite tout le monde. Je veux dire une chose. Je n'accepterai pas qu'on remette en cause la question des heures supplémentaires. Je ne l'accepterai pas, parce que c'est une question de pouvoir d'achat. Mais en même temps, nous devons chacun réfléchir. Est-ce que le choix qui a été fait en 2000 de se mettre aux 35 heures, seul pays au monde, ça a créé des emplois ou ça en a diminué? C'est la seule question à laquelle on doit répondre, sans idéologie, mais en regardant la situation en face. Parce que moi, je ne peux pas voir un seul ouvrier sans qu'il me dise pourquoi nos entreprises partent à l'extérieur. Et en même temps, ne pas se poser les questions à un moment donné. Pourquoi on a supprimé la taxe professionnelle? Parce qu'une usine, ça part à l'étranger. Une collectivité territoriale, ça ne se délocalise pas. Et comment voulez-vous qu'on garde la taxe professionnelle sur vos chantiers alors qu'elle n'existait dans aucun autre pays au monde? Aucun. Et pareil, sur la question des retraites, dont on me dit « Ah ben c'est derrière nous, pourquoi tu en parles ?» Non, ce n'est pas derrière nous. C'est une question dont il faut parler, parce qu'il y a un moment donné où vous êtes en droit, vous travaillez toute votre vie dure, et quand vous partez à la retraite, vous êtes en droit de poser une question au chef de l'État et au président de la République, est-ce que ma retraite sera payée ou est-ce qu'elle ne sera pas payée? J'ai encore 10 années de travail, 15 années de travail, 5 années de travail, 2 années de travail. Quand je pars, il y aura l'argent pour ma retraite ou il n'y aura pas l'argent pour ma retraite? Bien sûr qu'il y a de la mauvaise humeur. Bien sûr que ça ne peut pas faire plaisir à personne de travailler 2 ans de plus sans avoir sa retraite augmentée. Il y a 700 000 retraités de plus chaque année dans notre pays. 700 000. Il y a 15 millions de retraités. On en prend 700 000 de plus chaque année. Et pour 1,5 million de ces retraités, à la minute où je vous parle, on paye leur retraite en demandant de l'argent aux banques, parce qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses de la sécurité sociale. La réforme que j'ai proposée, et que j'assume, a provoqué de la mauvaise humeur. Je le sais. Mais en même temps, chacun d'entre vous peut se dire aujourd'hui, quand je partirai à la retraite, je toucherai ma retraite. Et ça, j'aimerais qu'on y pense aussi. Parce que dans un pays où on vit plus longtemps, je voyais certains lycéens qui manifestaient, et je me disais, est-ce qu'ils savent qu'à l'âge de la retraite, il y en a 1 sur 2 qui vivra jusqu'à 100 ans? Est-ce qu'on peut leur promettre la retraite à 60 ans quand on vivra jusqu'à 100 ans? Et vous payez pour les retraites de vos prédécesseurs. Et les lycéens, ils paieront quand vous serez à la retraite. Ça s'appelle la solidarité. Donc, il y a un moment donné où mon devoir, c'est d'assumer mes responsabilités. Et je voudrais terminer par cela. Bien sûr que c'est facile de venir pour signer avec Alain Juppé et le vice-premier ministre 2 bateaux. À ça, on se bat pour venir. J'ai eu aucun problème pour ma délégation. Et tous les invités à cette cérémonie sont venus de plein cœur. Oui, le vice-premier ministre, il me dit 4. Oui. Là, c'est ça, c'est une question de discrétion. Mais quand le carnet de commande est vide, et que vous êtes angoissé, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut venir. Prendre des engagements, essayer de trouver des solutions avec vous. Voilà. Donc, je reviendrai aussi pour m'assurer que les décisions qu'on a prises sur l'éolien sont bien tenues et que votre entreprise, SCX France, a bien investi et innové pour que vous deveniez les champions de l'éolien offshore. Jusqu'au moment où vous serez tellement sortis d'affaires qu'il n'y aura plus besoin de s'occuper de vous. Mais d'ici là, ce qui se joue ici, c'est très important. C'est l'avenir du patrimoine industriel français. Je vous remercie. Bonne année à tous.